Donc bonsoir à tous. Alors, quand on m'a demandé d'intervenir pour présenter les paysages de Loire-Atlantique en 50 minutes, j'ai un peu blémi au début parce que je me suis dit, oh là, gros challenge. Donc en plus je suis très bavard, donc je vais essayer de tenir dans les temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord sur ce qu'est le paysage. Et notamment, comment on peut le définir. Des fois, on voit rien et on ressent des choses quand même. Alors là, j'ai mis un petit breton qui s'émeut de la variété de gris du paysage quand il y a de la brume. Ça, c'est effectivement un début de question. Autre élément aussi, c'est la forêt amazonienne. J'y étais la semaine dernière. Est-ce que c'est un paysage ? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a personne pour aller les voir. Donc, est-ce que quand on ne regarde pas un endroit, c'est un paysage? C'est une vraie question. Autre paysage aussi, c'est ce qui avait été fait par la Datar dans les années 80, qui avait lancé une mission pour voir la qualité des paysages. Et donc, c'est des photographes de renom, des artistes qui sont allés dans toute la France prendre des témoignages des paysages. Alors, c'est un peu à l'honneur et au goût du jour en ce moment, parce qu'il y a une expo à Paris sur ces prises de vue. Et là, je vous ai mis une vue de Robert Doisneau. Alors, c'est pas les vues habituelles de Robert Doisneau qu'on connaît, qui sont sur toutes les cartes postales. Et là, en l'occurrence, on est dans le cas d'un paysage que tout le monde voit, mais que finalement personne regarde en fait. Donc là aussi, est-ce qu'on est dans un paysage ? En fait, si on se plonge dans la définition de ce qu'est un paysage, c'est assez intéressant de constater que ça démarre finalement pas si tôt que ça. Alors on peut remonter aux Romains, il y a quelques chercheurs en sémantique qui ont travaillé là-dessus, mais les vrais premiers développements de la question du paysage, c'est chez les anglo-saxons avec le terme de landscape ou landscape, chez les Hollandais, vers le milieu du XVe siècle, où on renvoyait dans les premiers textes qui citaient ça aux tertres qu'on avait en Hollande dans les zones humides de marais, puisqu'il n'y avait pas encore les grandes digues. Et donc c'était des structures à la fois d'organisation et d'aménagement du territoire, mais qui renvoyaient aussi à une organisation sociale. Donc chez les anglo-saxons, le terme de landscape renvoie directement déjà très tôt à la question de l'aménagement du territoire. Chez les latins, c'est un petit peu différent, puisque la notion de paysage ou paysagem chez les Portugais, elle arrive plutôt jusqu'au XVIe siècle avec la notion picturale en fait. C'est-à-dire qu'un paysage et le tableau est un tableau, donc c'est à la fois ce qu'il représente, mais aussi le tableau lui-même. On parle de tableau de paysage. Et donc on est sur des représentations de sites plutôt champêtres, et qui font paysage. Et donc, ces tableaux de paysage ont eu plusieurs essors, notamment à la Renaissance, avec, là encore, l'école hollandaise, donc Dürer, Van Eyck, mais aussi Bruegel, et l'école italienne un petit peu plus tard, donc avec la Renaissance italienne, on va voir Bellini, Mantegna, vous avez quelques tableaux en bas que je vous ai mis, et plus tard encore, en France, on va voir Poussin et Lorrain, en fait, qui sont assez célèbres avec leurs tableaux un peu d'une représentation de l'Arcadie, donc quelque chose d'assez idyllique. Deuxième essor, c'est à la fin du 19e siècle avec les peintres de plein air. Donc là, on n'est plus dans une représentation en atelier d'un extérieur, mais dans une représentation sur le motif. C'est-à-dire les peintres sortaient avec leurs chevalets, et donc on a Constable, Turner, Corot, et puis après l'école de Barbizon, puis les impressionnistes, jusqu'à Van Gogh et Cézanne, avec sa fameuse montagne Sainte-Victoire. Et donc, sur ces questions de paysage, on a une vraie subjectivité, une intimité de la perception. C'est-à-dire qu'on est dans une représentation artistique du paysage. En même temps, au XVIe, il y a un nouveau sens qui apparaît. C'est le paysage comme étendue de pays que l'œil peut embrasser dans son ensemble. Donc, on est toujours dans la perception visuelle, mais là, c'est un petit peu plus objectif, en fait. Alors si on avance, il faut voir que l'acception moderne du terme de paysage est quand même assez récente, puisque le paysage a longtemps été, en dehors de l'art, a longtemps été l'objet d'études de la géographie. Le paysage, c'est un espace visible avec ses différents plans jusqu'à l'horizon, et le paysage est également objectif et connaissable. Les paysages, images et les objets qu'ils composent sont confondus. Sur la carte, il y a une forêt, donc on est dans un paysage forestier. Voilà, ça se limite un
peu à ça. Enfin, je caricature, mais on est un peu dans cet esprit de, voilà, il y a tels objets, donc on est dans tel paysage. Donc il y a ce jeu géographique et cartographique qui est assez important. Dans les années 70, ce qui apparaît aussi, c'est toute l'entrée dans le champ de l'écologie. C'est-à-dire que les écologues utilisent le mot de paysage, hein, c'est encore vrai aujourd'hui, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que pour eux, c'est une échelle d'études, c'est-à-dire un ensemble d'écosystèmes qui interagissent les uns par rapport aux autres. Alors, des écologues puristes vont me dire c'est pas exactement ça, mais concrètement, on est un peu dans cette idée-là, en fait. Donc, on est plutôt dans une échelle d'études et d'approche des interactions écologiques et des écosystèmes, donc pas vraiment dans ce qu'on vient de voir. Donc il faut faire attention au terme de paysage, puisque vous voyez qu'il commence déjà à être assez polysémique en fait. Chacun y met son sens, et donc quand on commence à parler de paysage, effectivement on ne parle pas tous de la même chose en fait. Et donc ça c'est une chose à avoir dans la tête, parce que très souvent pour travailler sur des réunions parfois assez complexes avec différents intervenants, on se rend compte qu'on ne parle pas de la même chose, donc au bout d'un moment ça crée de la confusion. Et donc, également dans les années 70, il y a aussi toutes les nouvelles sciences humaines qui amènent le paysage, là du coup, dans l'idéal, en fait, c'est-à-dire dans la représentation individuelle, sociale ou culturelle d'un espace qui est donné à voir, mais comme à la fois à voir et à vivre. Et donc, on décrit et on évoque un existant en fonction d'un idéal. Donc là, on n'est plus dans ce qui est réel, mais dans ce qui est ce que chacun pense de cette réalité. Et donc ça aussi, c'est un élément assez important, puisqu'on peut parler d'un même lieu, si on n'a pas la même culture et si on n'a pas le même regard, on ne parlera pas de la même façon de ce même lieu. D'où on sort aussi du champ de la géographie. Donc ça amène un petit peu de complexité. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à définir, on en est arrivé à cette définition du paysage de la Convention de Florence, où on retrouve toutes ces dimensions en fait qui se sont accumulées au cours de l'histoire. Donc on a effectivement le paysage et une partie de territoire. Donc là on renvoie finalement à la géographie, à quelque chose d'objectif, tel que perçu par les populations. Donc là, on renvoie aux sciences humaines. Donc, quelle est la perception de chacun ou des populations de cet espace, et dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations. Donc là, vous imaginez que ça tourne dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui se produisent sur des dynamiques naturelles. D'autres, l'homme va influer sur le paysage. Et donc, tout ça va le transformer. Donc, on est sur un objet qui est aussi assez dynamique. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez complexe. Alors je vous ai mis une petite photo, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est deux personnes qui se sont assises. Donc la dame dit chérie, le paysage me laisse sans voix, et le garçon dit tant mieux, on va camper ici. Et donc vous voyez qu'effectivement on a un rapport chacun au paysage qui est un petit peu différent, avec des motivations différentes. Donc si on commence à étudier le paysage, ce qu'on a essayé de faire quand j'ai travaillé sur l'atlas des paysages, on s'est posé déjà la question d'un site pris comme un environnement, comme environnement d'un individu. Et donc ça a donné trois secteurs d'analyse. Donc d'une part, des critères d'analyse visuelle et sensible, c'est le côté artiste du paysagiste, souvent un peu c'est cette image qu'on nous colle. Il y a aussi des critères d'analyse cognitive et scientifique. Donc là on rentre dans le champ de la géographie. On va aborder tous les éléments objectifs, indiscutables. C'est ceux qu'on aime bien avoir quand on rentre dans le champ réglementaire, puisque cette partie un peu subjective, elle fait peur à tout le monde. Quand on commence à concerter sur le paysage, on se rend compte qu'on n'est pas tous d'accord, donc on en revient à des critères d'analyse scientifique ou cognitif, mais c'est que partiel. On n'a pas la perception totale du paysage quand on parle de ça. Et puis, du coup, il y a la question de la perception individuelle ou sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même chose. Pardon, j'ai appuyé sur le petit bouton. On n'a pas tous la même chose dans la tête, et donc derrière, ça va donner des perceptions complètement différentes. Et tout ça évolue. Donc effectivement, on a ce qu'on voit dans le passé qui a évolué. Là, je vous ai montré un petit bloc diagramme qui a été fait sur les zones de bord de marais de Brière. Donc effectivement, les périodes estivales où les vaches sont dans les prés qui bordent la Brière, et puis en hiver, l'eau monte. Donc les vaches, ne sachant pas forcément bien nager, enfin pas ces races-là en tout cas, elles reviennent sur les terres plus hautes. Donc vous voyez qu'il y a une structuration, une organisation du paysage qui est complètement liée à la saisonnalité sur ce secteur. Et donc vous voyez que tout change et tout bouge. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc je vous montre ce diagramme un peu barbare, mais c'est un peu ce qui structure le travail qu'on peut faire dans un atlas de paysage.
Donc on va chercher à trouver ce qu'on appelle des unités de paysage. Ces unités de paysage sont définies avec tous les critères et les caractères qu'on a vus précédemment, à la fois objectifs et subjectifs. Et donc on va essayer de trouver des structures. On va désosser un peu le territoire, on va essayer de trouver les structures paysagères, la perception que les populations en ont. Et puis également, on va essayer de voir quels sont les usages qui induisent des dynamiques sur le territoire et quelles sont les dynamiques naturelles propres au territoire. Donc ça, c'est un élément aussi assez important. Il faut se dire qu'il n'y a pas de paysage sans usage, en fait. Si on n'utilise pas un espace, finalement, le paysage ne se construit pas, ou alors il se construit avec des dynamiques seulement naturelles. Et donc ces unités paysagères, on va pouvoir les décrire tant dans la structure et dans la partie objective, mais aussi dans les ambiances. Et donc on va pouvoir, sur ces unités, essayer de délimiter des espaces sur le territoire où ces ambiances et ces structures sont données. Et également, donc ça nous permet de donner des limites, alors qui ne sont pas forcément très nettes. Parce que vous avez pu le constater, on ne passe pas d'un paysage à l'autre comme ça en claquant du doigt. Alors dans certains cas, c'est vrai. Si on va sur les bords de Loire, il y a un moment où on franchit le coteau, puis on rentre dans la vallée de la Loire. Donc ça, c'est à peu près clair. Par contre, il y a d'autres endroits où on passe d'un type de bocage à un autre et ça va se passer sur 5-10 km. Donc vous voyez que les limites, elles sont parfois sur un trait de crayon et puis des fois, elles sont sur une grosse épaisseur de trait de crayon. En fait. Donc elles sont très très larges. Donc on va avoir des transitions qui vont apparaître. Et puis les variations de tout ça vont donner ce qu'on appelle des sous-unités paysagères. Donc voilà, on peut décliner ça à différentes échelles. Alors, au-delà des lois paysages et de la reconnaissance qu'on a de ce terme polysémique, on va chercher à... Qu'est-ce qu'on cherche quand on travaille sur le paysage? D'une part, on pose en premier la question de la qualité du cadre de vie et de son identité. Donc ça, c'est un élément assez important. Parce que comme on a souvent des techniques pour aborder l'espace, très vite, on va banaliser un peu les choses et on a un peu l'impression de perdre son identité. On va essayer également de comprendre le territoire dans sa perception globale. Donc comprendre un paysage, ses évolutions, pour mieux en assurer la qualité de demain. Puisque si on ne sait pas comment ça bouge et comment les gens le perçoivent, derrière on va avoir assez de mal à essayer d'anticiper un peu les choses. Et donc, il faut faire aussi attention à une chose, c'est que globalement, on a un petit bataillon réglementaire qui commence à exister sur la question du paysage, mais il offre plus d'outils législatifs pour préserver le paysage que pour les valoriser. Et donc ça, c'est une vraie question, parce que quand on protège les choses, on sait que le paysage a la fâcheuse tendance à évoluer, y compris avec des dynamiques naturelles. Et donc on se rend compte qu'effectivement, quand on protège, on se dit ça ne va pas bouger, et ça bouge quand même en fait. Donc effectivement, une mesure de protection n'assure pas forcément la permanence d'un paysage. Parfois, ça peut contribuer à le dégrader ou à le faire évoluer dans un certain sens. Le plus bel exemple peut-être qu'on ait sur votre territoire, c'est Notre-Dame-des-Landes, puisque le projet aéroportuaire datant d'il y a assez longtemps, finalement, on est sur un secteur, on l'a observé dans l'Atlas, où le bocage a très très peu évolué et où les zones urbaines ont été très contraintes, puisqu'effectivement, il y a un projet d'aéroport, donc on n'avait pas tout développé. Donc l'agriculture était un peu en attente et en latence, donc on a eu un paysage en attente, et on est dans les secteurs où effectivement on a une préservation, une qualité de paysage bocager qui est nettement supérieure à ce qui a pu se passer ailleurs sur l'ensemble du département. Si on avait souhaité faire une protection réglementaire du bocage en dehors de cet aéroport, on aurait été beaucoup moins efficace, puisque ça existe ailleurs et on se rend compte que la dégradation est beaucoup plus forte. Donc vous voyez que finalement, des fois, on a des objectifs qui vont amener des résultats complètement contraires à ce qu'on s'attend. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de mettre en place ces approches paysagères pour essayer de transmettre et définir le paysage comme un bien commun qui fonde des démarches d'aménagement du territoire. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant dans le paysage aussi, c'est c'est un bon sujet pour commencer à discuter, en fait.